Bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques, parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Béatrice et je vous présente mon invité, Pascal Smith, qui va nous raconter son parcours. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Donc, Pascal Smith, coordonnateur de recherche intégré au CIS Chaudière-Appalaches. Donc, c'est une région qui est au Québec, au Canada. Petite note avant de commencer, lorsqu'on parle d'études graduées au Canada, ça signifie à l'équivalent du master et doctorat en France. Est-ce que vous voulez bien commencer par nous expliquer votre parcours d'études ? Donc, moi, personnellement, je me suis jamais exporté, comme on pourrait dire. Donc, j'ai jamais fait d'études graduées à l'extérieur de ma ville natale. C'est un choix personnel. J'aurais pu déménager, aller ailleurs ou quoi que ce soit d'autre. Mais j'ai pas eu l'occasion. Les projets qui m'intéressaient étaient disponibles dans ma ville. Donc, j'ai fait un bac en microbiologie, toujours en lien avec la notion de biotechnologie que je mentionnais tantôt. Par la suite, comme je vous ai dit, j'ai eu un vif intérêt de me rapprocher du monde pharmaceutique, de développement du médicament. Donc, j'ai fait des études graduées de maîtrise et de doctorat pour le même chercheur. Donc, comment j'ai pu arriver à faire une maîtrise et un doctorat pour le même chercheur, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle un passage accéléré au doctorat. Donc, les travaux que j'ai faits à la maîtrise ont pu me propulser vers un doctorat. Donc, le projet que je développais à la maîtrise, c'est vu octroyé en subvention et on a pu aller beaucoup plus loin durant mon doctorat. Donc, j'ai fait beaucoup d'études, je dirais des études in vitro à la maîtrise pour traverser au doctorat, faire des études in vivo dans des modèles animaux. Et c'était sur quoi? Donc, c'était sur le développement, l'identification de molécules intéressantes pour la maladie d'Alzheimer et les maladies neurodégénératives. Donc, on est arrivé durant ce parcours-là, tout près de 10 ans, là, on a été en mesure de mettre en place toutes les études nécessaires pour faire un dépôt de brevet. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, 90% de mes travaux de maîtrise et de doctorat là, qui ont servi, qui ont soutenu la demande de dépôt de brevet. Et le dépôt et le brevet ont été acceptés et il y a eu une licence qui a été accordée à une compagnie américaine. Donc, c'est quand même très intéressant comme accomplissement. Au postdoc, toujours dans les maladies neurodégénératives, j'ai changé un peu de paradigme et je suis allé dans un laboratoire qui voulait développer toujours des molécules pharmacologiques intéressantes pour une maladie qui s'appelle la maladie de Lou Gehrig. Si mon patron va être en mesure d'avoir des fonds avec un groupe de chercheurs, donc cet argent-là est issu de l'initiative Ice Bucket Challenge. Donc en 2014, il y a eu un grand mouvement sur les réseaux sociaux. Il y a de l'argent qui a été amassé, plusieurs millions de dollars qui ont été amassés pour cette initiative-là. Et la recherche en a bénéficié. Donc, mon patron à l'époque avait été en mesure d'avoir de l'argent. Donc, on faisait la découverte de médicaments pour cette maladie-là. Moi, j'étais responsable d'une partie du développement. Je dois être honnête que j'ai pas pleinement réussi ma partie pour diverses raisons. Ça arrive en science, là, des fois l'hypothèse est pas nécessairement bonne, ou du moins les étapes pour y arriver sont pas les bonnes. Donc, j'y arrivais pas et je souhaitais aussi faire peut-être une autre exploration de recherche. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé d'abandonner mon post-doctorat pour m'intéresser davantage à la recherche liée à l'amélioration des soins de santé. Donc, j'ai décidé d'aller travailler pour mon, mon patron actuel. Est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que c'est que la maladie de... Lou Gehrig,
Je pense qu'en France, elle est plus nommée comme la maladie de Charcot. Donc, c'est la sclérose latérale amyotrophique, la SLA. Donc c'est, une sorte de paralysie qui va se développer au fur et à mesure avec, des problèmes musculaires? Oui, et généralement, les gens ont toute leur tête ou ont toute leur cognition. Donc, vous perdez tranquillement les sensations dans vos corps, vous perdez un peu votre motricité, mais vous êtes toujours consciemment dans votre corps. Donc, vous devenez un peu votre propre prisonnier, là. C'est, euh, c'est pas chic comme maladie. Et un des ambassadeurs les plus connus de la SLA, ben, en fait, c'est le docteur Stephen Hawkins, qui est maintenant décédé, là, mais qui a, qui a vécu avec la maladie, là. En fait, c'était un use case, là, très intéressant pour les cliniciens dans ce domaine-là, là. Et donc, le docteur Stephen Hawkins a vécu avec la maladie 50, je pense, tout près de 55 ans, là. C'est un record, là. La sclérose latérale amyotrophique, c'est vraiment la dégénérescence des motoneurones. Sinon, plus par rapport à l'enseignement que vous avez suivi, plutôt au niveau relationnel, comment ça se passait? Est-ce que ça a été quelque chose de joyeux, de facile pour vous? Ou il y a eu des moments où vous vous êtes dit: «Ah, je suis pas sûr de ce que je fais. Est-ce que je suis dans le bon Ben, parcours?» je vous dirais qu'au doctorat, ils ont tous un passage à vide, là. C'est souvent des très longs parcours. Il y a plusieurs personnes qui vont comparer le doctorat avec un mariage avec leur patron, là, donc à la vie, à la mort. Il faut avoir une grande capacité de résilience pour faire le doctorat, ou un brin de folie, ou les deux. Mais au niveau du relationnel, je vous dirais que tu sais, l'initiative étudiante durant les études graduées, ça aide beaucoup, là. De se joindre à des associations étudiantes, de créer des événements étudiants. Ça peut être simplement un vin et fromage ou des choses comme ça. Moi, j'ai participé à l'organisation de journées, ce qu'on appelle des journées carrière en sciences. Donc, on invitait des gens dans le domaine qui ont fait des études graduées, mais qui ne sont pas nécessairement des chercheurs. Donc, des gens qui travaillent à valoriser la science, des gens qui sont dans le domaine pharmaceutique, des gens qui sont plus dans le domaine des affaires, des gens qui sont plus dans le brevet, justement. Donc, d'explorer ces avenues-là de carrière, ça m'apparaissait hyper pertinent là, pour tous les gens qui graduaient, là. Vous vous chargez d'organiser la journée ou vous participiez en tant qu'intervenant dans la journée? En fait, j'étais responsable de l'organisation. Bon, évidemment, on était en groupe dans l'organisation. Donc, principalement, moi, ce que je faisais, c'est la liaison. Je faisais le lien entre les personnes invitées. Donc, je recrutais les gens à venir dans nos événements. On a fait sur quelques années, on a fait plusieurs journées de plusieurs types. Soit des tables rondes ou soit plus en présentation formelle, soit plus en activité réseautage. Tout ça dans le but d'explorer les avenues de carrière autres que la recherche. Ben, aussi de se créer aussi un réseau intéressant pour la carrière aussi également. Dans votre carrière en général, est-ce qu'il y a une chose dont vous êtes très fier? Très fier. Très fier, il y a, je dirais, un point tournant durant mon doctorat où est-ce que j'ai fait le choix, où j'ai pris la décision de ne pas être un chercheur. Et à ce moment-là, j'ai fait: «OK, bon, je veux pas être chercheur. Qu'est-ce que je souhaite faire?» Et c'est là que j'ai décidé, je vais aller, mais il y avait un programme, ce qu'on appelle un programme d'initiation à l'entrepreneuriat et intrapreneuriat, dans mon université. Et c'est vraiment là que j'ai pu m'ouvrir, à d'autres choses, d'autres façons de voir la recherche et la science. Je regrette absolument pas mon choix, là, d'avoir fait ce programme-là. Du coup, si vous avez des conseils ou quelque chose à rajouter, bah, je vous laisse la voix. Le meilleur conseil que je peux dire, c'est d'être à l'affût, d'explorer, les avenues autant que possible, d'essayer, si on a un intérêt, d'aller au fond des choses aussi également. De pas hésiter à
sortir de la zone de confort dans laquelle on est. De pas hésiter non plus à contacter des gens aussi, là. Peu importe, là, maintenant avec les réseaux sociaux, il y a plein de façons de contacter les gens, même des gens qu'on connaît pas, mais qu'on souhaiterait soit connaître plus sur leur organisation ou des fois, c'est des gens qu'on aimerait imiter dans leur parcours. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, ouais, de prendre des chances, de prendre certains risques, évidemment, des risques calculés. Le pire qui puisse arriver, c'est soit que la personne réponde pas, soit qu'elle dise non. Ouais, Ça exact. coûte vraiment rien d'essayer, donc je suis vraiment d'accord pour ce conseil-là. Le message le plus fondamental, c'est d'essayer de sortir de la zone de confort. Vous faites une maîtrise, vous faites un doctorat, vous faites un post-doctorat et même plus. Mais à un certain moment donné, les gens vont toujours un peu vous considérer comme des étudiants. Il faut aller chercher des expériences autres. Il faut vous démarquer aussi. Je dis pas de se lancer dans davantage de formation académique, mais il faut avoir sa propre saveur aussi. Il faut savoir aussi qu'est-ce que vous souhaitez comme carrière. Donc, pour ça, il faut explorer autre chose. Pas simplement, à moins que vous avez absolument une orientation claire, nette et précise, vous voulez être chercheur ou professeur dans une université X, Y ou Z. Pour ceux qui le savent, ce parcours-là est extrêmement difficile et il y a vraiment peu d'élus, là. Donc, vaut mieux explorer vraiment beaucoup et on sait jamais, là, quand vous développez votre propre réseau, justement, ben, les opportunités, là, vont probablement venir à vous plus que l'inverse. Merci beaucoup. Vraiment, c'était hyper intéressant. J'ai découvert plein de choses. Merci à vous, merci de cette opportunité-là. Et puis ça fait plaisir d'avoir des personnes, pas forcément de France. Donc merci vraiment, vous êtes la première personne qui n'est pas française qu'on interviewe. Ben, ça me fait plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur Pascal Smith et son métier de coordinateur de recherche intégré, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn avec son nom et prénom. Petite note, cet épisode a été enregistré avant l'été et Pascal a maintenant changé d'emploi. Ceci est la fin de notre entretien avec Pascal Smith. Merci d'avoir écouté et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et éventuelles questions sur Twitter, Instagram, Facebook ou à nous envoyer un mail à je suis donc je suis. Nos coordonnées sont en description de cet épisode et vous y retrouverez également les liens vers les réseaux sociaux de Pascal. Surtout, si vous aimez notre podcast, on vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Cela nous fera extrêmement plaisir. On vous retrouve la semaine prochaine avec la partie 2 de cet épisode.